L'univers de Nicole, c'est Alice au pays des merveilles, sauf que le lapin est beaucoup moins sympathique. Vous avez un âne qui se fait décapiter, dont la tête se retrouve sur le bureau. Elle avait un âne là-bas dans sa propriété du département du Cher, et son mari, pour se venger, lui aurait décapité l'âne. Donc on a fait également des vérifications. D'abord, elle n'a jamais eu de propriété, puisqu'elle se disait à la tête d'une propriété. Elle n'a jamais eu de propriété, elle n'a jamais eu d'âne. Le problème, c'est que l'âne, la propriété, le frère mort ou les parents décédés, tout ça, le docteur y a cru. Tout comme un jour, il a cru avoir rendez-vous à Saint-Doulchard, près de Bourges, avec la fameuse tante Julie. Rendez-vous est pris, et au rendez-vous, elle ne vient pas. Et elle lui expliquera que ce rendez-vous n'a pas pu avoir de suite, car ce jour-là, coïncidence fâcheuse et tragique, le mari de la tante Julie était décédé. Et il ne verra jamais la tante Julie. Pour la bonne raison que la tante Julie, celle qui appelait le docteur plusieurs fois par semaine, qui lui parlait de son chien Cabochard, de son mari Julien et bien sûr de Nicole, eh bien cette tante-là n'a jamais existé. Les vérifications sur la tante Julie ont été simples à faire, puisqu'il suffisait de se transporter dans le département du Cher, de prendre contact avec la famille de l'épouse du major, et puis de savoir que cette tante Julie n'avait jamais existé. Les parents semblaient... comprenaient plus leur fille, ne retrouvaient plus leur fille dans tous ces mensonges. Pourquoi ces mensonges? Les psychiatres nommés pendant l'instruction découvrent une personnalité très complexe. Menteuse bien sûr, mais pas seulement. Ces mensonges sont utilitaires. Ils ont pour vocation de manipuler. C'est l'outil des pervers. Ce sont des personnalités qui ont un énorme vide en elles et qui ont besoin d'aspirer les autres, d'aller prendre chez les autres les éléments les plus intéressants, les plus vivants, et qui de ce fait manipulent et deviennent mythomanes. Nicole a incontestablement une capacité de manipulation très importante. Elle a un petit peu le génie de mettre en place des situations, de déplacer les pions sur son échiquier, de déclencher chez les gens des comportements qui leur sont parfois étrangers, mais face auxquels elle a une certaine fascination et une certaine jouissance. Et je dois dire que dans le grand nombre d'expertises que j'ai réalisées, je n'ai pas souvent rencontré de gens dotés d'une telle capacité de manipulation. Nicole a manipulé son amant à coups de petits mots inquiets, soi-disant écrits par sa fille, ou d'appels angoissés de la tante Julie. Elle voulait accabler le médecin par cette mise en scène insistante pour faire émerger en lui une certitude. Il faut sauver cette femme fragile. Il faut la débarrasser de ce mari violent. Sauf que... Jean-Paul n'a jamais été violent. On n'a aucune trace matérielle de violence. Elle a raconté des histoires comme pour le reste. Jean-Paul n'était pas violent, il faut que ça se sache haut et fort. Jean-Paul n'a jamais été violent. Ce qui nous a conforté dans le fait que le major n'était pas quelqu'un de violent envers son épouse, c'est que face à tous les mensonges qui ont été annoncés par son épouse, non. Son entourage d'ailleurs, jamais personne ne l'a décrit comme quelqu'un de violent. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher dans la vie. Jean-Paul était quelqu'un qui était très calme, très posé. Jamais une parole plus haute que l'autre, jamais un mot déplacé. Et certes, il avait ce gabarit impressionnant, mais au fond, finalement, il avait un cœur d'ange. C'est vraiment pas quelqu'un qui aurait pu être violent. Hein. Je l'imagine à aucun moment. Le mobile du crime disparaît donc. Le juge d'instruction décide d'interroger celle qui est sans doute la mieux placée pour parler de Jean-Paul, sa petite fille de 10 ans. Le père n'était pas du tout vu du côté de la petite fille comme quelqu'un de méchant ou de sévère ou de difficile à vivre. Elle nous dépeignait quelqu'un de tout à fait calme, serein, paisible. Elle est même allée plus loin. Elle a expliqué que c'était son papa qui pleurait lorsque maman, un jour, dans la cuisine, avait cassé les assiettes. Ça donne la mesure, effectivement, de la violence de son père. Je n'ai jamais vu papa frapper maman. Voilà ce que dit l'enfant au juge.
Jean-Paul était un père aimé et aimant. Tout le contraire de ce que Nicole racontait au docteur. Maman mentait tout le temps, confirme la petite fille. Si Jean-Paul était un bon père, il était aussi un mari affectueux. Difficile d'imaginer que cet homme qui écrit à sa femme « N'oublie pas que je t'aime » très très fort ait pu sexuellement soumettre celle-ci à d'autres hommes. Et pendant l'instruction, Nicole persiste à le dire. Elle nous disait que c'était des militaires, des anciens de son mari, qu'il avait connus lorsqu'il était en exercice dans le département du Cher. Et puis bon, mais c'est avéré que ces gens n'ont jamais existé. Et qu'en est-il de cette plainte que Nicole a raconté avoir déposée au commissariat de Bourges? La plainte n'a jamais été déposée, il n'y a jamais eu de plainte de déposée au commissariat de police. On a procédé à toutes les vérifications et elle ne s'est jamais manifestée. Vérification faite également, la femme du major n'a jamais fait de demande de divorce. Alors, après tous ces mensonges, difficile de croire en la version de Nicole qui continue de charger son amant. La veuve affirme même que le docteur la poursuivait de ses assiduités alors qu'elle voulait reconstruire son couple. Sauf que, en mars 98, avant le décès de Jean-Paul, les relevés téléphoniques prouveront que le docteur a appelé Nicole 6 fois. Sa maîtresse, en revanche, lui a téléphoné 373 fois. Alors, qui harcelait réellement l'autre? Docteur Masson, vous aussi, en tant qu'expert psychiatre, vous avez expertisé Nicole Zawadzki. Alors, comment ça se passe, la rencontre? Nous étions en présence d'une femme dont l'aspect n'avait rien de particulier, présentation assez neutre, femme tout à fait normale au plan strictement psychiatrique, mais qui présentait des particularités au niveau de la personnalité. Et pour être très direct, c'était des traits de personnalité hystérique, essentiellement, et pervers. Alors on peut être hystérique et pas forcément assassin. Non, heureusement. Mais en plus de l'hystérie, il y avait certainement, et même incontestablement, des éléments de perversion. Et la perversion, elle aussi, n'est pas une pathologie mentale, c'est un trait déviant de personnalité. Mais est-ce que c'est une maladie mentale? Vous avez dit non, mais ça ressemble quand même à une maladie, au moins un handicap mental. Non, ça fait partie des névroses. Nous sommes tous plus ou moins névrotiques ou névrosés, mais elle n'était pas à un stade où ça perturbait sa personnalité au point de perdre le contact avec la réalité. Quand elle imaginait des deuils qui n'ont jamais existé, quand elle imaginait des grossesses qui n'ont jamais existé, il y avait quand même une finalité, il y avait un caractère relativement rationnel, certes déviant, mais c'était pour apitoyer ce médecin, c'était pour attirer l'attention sur elle, c'était pour parvenir finalement à le séduire. Et ce médecin est tombé complètement dans le piège de cette fausse pathologie. Voilà donc le portrait de Nicole, femme menteuse, diabolique, manipulatrice. Et lui, le docteur Michel Trouillard-Perrault, qui est-il? Comment a-t-il pu croire à tous ces mensonges au point de quitter sa femme et ses enfants et de ne plus être le bon médecin de campagne que tout le monde adorait? Mais lui a forcément présenté une faille qui s'est révélée par cette passion, ou cette pseudo-passion, qui s'est installée au niveau du couple et qu'elle a su, de façon très sophistiquée et très habile, induire. Mais ça, justement, c'est le propre de cette relation que tous les deux ont vécue, induit par elle, hystérique, savoir qu'un homme peut relativement facilement céder au charme et à l'habileté diabolique d'une femme au trait de personnalité hystéro-pervers. Un homme peut relativement facilement
céder au charme et à l'habileté diabolique d'une femme au trait de personnalité hystéropervers. Il était totalement aliéné, en quelque sorte, dominé fasciné par cette personnalité qui, habilement, a su le flatter, a su le valoriser, a su lui dire certainement que c'était le plus beau, le plus grand des médecins, etc. Et cela totalement occulté à la fois ses qualités de médecin, bien sûr, ses qualités morales, ses qualités humaines. Tout ça est passé au second plan. Si elle suivait un traitement en prison, peut changer? Il n'y a pas de traitement. Une psychothérapie d'aspiration analytique ou une analyse pourrait éventuellement être utile, mais il faudrait tout d'abord qu'elle accepte une complète remise en cause de sa personnalité, et ça serait un travail qui nécessiterait des années, des années. Hystéropervers, 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 hystéropervers.